Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EuroQuestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où nous décryptons l'actualité. L'Union européenne et la Chine tiendront demain un sommet en visioconférence. Ce sommet doit réunir le président chinois Xi Jinping et son Premier ministre, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette réunion doit aborder les différents sujets tels que l'Ukraine, évidemment, le réchauffement climatique, le Covid-19 et l'accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine signé en décembre 2020. On peut s'attendre évidemment à ce que les Européens s'inquiètent de la position de la Chine vis-à-vis de la Lituanie. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvie Berman, membre de notre conseil d'administration et ancienne ambassadrice de France à Pékin. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil EuroQuestions, l'outil questions-réponses en bas de votre écran à droite. Sans plus attendre, Madame Berman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Demain aura lieu effectivement le sommet Union européenne-Chine en visioconférence. J'espère que les véritables sommets pourront reprendre un jour. C'est d'abord le Premier ministre, Li Keqiang, qui généralement gérait la relation avec l'Union européenne et depuis 2014, première visite de Xi Jinping aux institutions européennes, le président lui-même est impliqué dans cette relation. On se souvient également que lors d'une visite d'État, Emmanuel Macron avait demandé à Angela Merkel et au président de la Commission, qui était alors Jean-Claude Juncker, de participer à ce sommet pour montrer l'unité des Européens et les préoccupations communes. Alors, ce sommet intervient dans un contexte très particulier, qui est celui de la guerre en Ukraine. Je vais y revenir, mais peut-être pour évoquer également les autres sujets. L'Union européenne a défini sa stratégie vis-à-vis de la Chine de manière ternaire, comme partenaire économique, comme rival systémique et comme partenaire, rival et concurrent. Je crois que c'est important parce que pendant des années, en réalité, on s'intéressait relativement peu à l'Union européenne, sauf sous l'angle commercial, et qu'il y a eu une prise de conscience récente concernant aussi le commerce inéquitable et cela justifie que l'Union européenne adopte un certain nombre d'instruments de défense qui d'ailleurs ne visent pas uniquement la Chine. Il y a eu un instrument de criblage des investissements et plus récemment un accord de coercition qui vise à contrer tout ce qui peut être sanctions extraterritoriales. Ça vise bien entendu les États-Unis, mais ça vise également la Chine, en particulier à la suite des contre-sanctions qui ont été adoptées par la Chine contre la Lituanie parce qu'elle avait changé le nom du bureau, qui était avant bureau de représentation de Taipei, et que la Lituanie a décidé unilatéralement d'appeler bureau de représentation de Taïwan. Un autre sujet sensible sera évidemment l'accord croisé sur les investissements. Il faut dire que cet accord était dans l'intérêt de l'Union européenne, puisqu'il répondait, après 7 ans de négociations, à des demandes d'accès élargi au marché chinois sur les questions de télécommunications, les questions de santé, également la renonciation par la Chine à des exigences en matière de transfert de technologie ou également de co-entreprise avec la Chine. Alors, cet accord est malheureusement gelé parce qu'il a été lié à la question de la situation des Ouïghours, de sanctions décidées par l'Union européenne, et la Chine a décidé de réagir en faisant de la surenchère, en pénalisant des députés européens, le comité politique et de sécurité près de l'Union européenne à Bruxelles, mais également des chercheurs comme Merix, qui est situé en Allemagne, mais qui est plus européen. Et ce qui fait que le Parlement, puisque leurs membres ont été visés, ont décidé de geler cet accord
Il faut quand même remarquer que cet accord correspond à l'accord de phase 1 qui a été conclu entre la Chine et les États-Unis en janvier 2020 et qui a abouti à finalement un certain nombre de concessions chinoises, et ce qui fait que c'était un rattrapage. Et aujourd'hui, on est dans la situation paradoxale où les États-Unis ont obtenu ces concessions et que nous n'avons pas. Donc, il faudra revoir cette discussion un jour. Il y a enfin la question du partenariat pour le changement climatique, la Chine étant à la fois le plus gros émetteur, mais en même temps le premier producteur ou exportateur d'énergie renouvelable. Il n'y aura pas de solution sans la Chine. Et enfin, un sujet qui aujourd'hui nous occupe beaucoup, qui est celui de la guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Vladimir Poutine, à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin, a conclu un accord dit de partenariat sans limite avec la Chine, parce que ces deux pays partagent sur la scène internationale, aux Nations Unies, en particulier au Conseil de sécurité, des positions communes. Ce partenariat signifie que même s'il n'y a pas d'accord total, il n'y aura pas de position visant les intérêts de l'autre. Xi Jinping a qualifié depuis quelques années Vladimir Poutine de meilleur ami et vice-versa. Et la logique de cette relation, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, du fait des sanctions américaines contre la Russie, de l'enclenchement d'une guerre froide, un nouveau type de guerre froide avec la Chine, avec un blocus technologique, les deux pays autocratiques considèrent qu'ils ont le même intérêt sur la scène internationale. Et sur l'Ukraine, Poutine a évoqué le sujet au moment des Jeux olympiques, mais en fait, ce qu'il a indiqué à ce moment-là, c'est que ce serait une opération militaire spéciale et dans la région du Donbass, et non pas évidemment la guerre totale qui a été lancée. Donc, Xi Jinping a sûrement veillé à ce que ça n'intervienne pas au moment de l'ouverture des Jeux olympiques ou pendant les Jeux olympiques, comme ça avait été le cas en 2008 au moment de l'intervention en Géorgie. Et effectivement, la guerre a commencé au lendemain. Je pense que la Chine est assez embarrassée par cette situation, et d'ailleurs aussi bien au Conseil de sécurité qu'à l'Assemblée générale, ils n'ont pas, la Chine n'a pas soutenu la position russe, mais elle ne s'y est pas opposée non plus. Elle s'est contentée de s'abstenir. Et il est clair que la Chine a très peu des interventions en faveur des séparatistes. D'ailleurs, elle n'avait pas reconnu les républiques séparatistes ni l'annexion de la Crimée. Pour autant, l'idée de détacher la Chine de la Russie est illusoire. Joe Biden a essayé, mais la Chine sait très bien que quand la guerre en Ukraine sera terminée, l'attention des États-Unis se tournera de nouveau prioritairement vers la Chine et pas dans un esprit amical. Donc, les deux pays ont intérêt à maintenir cette coopération qui a beaucoup monté en puissance au cours des 2 ou 3 dernières années. Il y a maintenant une coopération dans le domaine militaire, ce qui ne veut pas dire que la Chine soutiendra militairement la Russie, bon, dans le domaine économique, dans le domaine des hydrocarbures. Et encore une fois, les deux pays, malgré la relation asymétrique, ils trouvent chacun leur intérêt. Demander à la Chine aussi d'être médiatrice, c'est de lui demander quelque chose qu'elle ne sait pas faire en réalité. La seule fois où elle l'a été, c'est dans les relations entre le Soudan et le Sud-Soudan, parce qu'elle était intéressée du fait des hydrocarbures, mais sinon, ce n'est pas
un pays naturellement médiateur. Et très souvent, la Chine se contente de réaffirmer que la guerre doit prendre fin, qu'il doit y avoir un accord entre les parties. Donc, la question va être évoquée évidemment pendant ce sommet, mais je ne pense pas que fondamentalement, la relation entre la Chine et la Russie est appelée à s'affaiblir, comme certains ont pu l'espérer en Occident. Donc voilà pour la présentation et je suis prête évidemment à répondre aux questions. Merci beaucoup, Madame, pour toutes ces précisions. On a reçu quelques premières questions. Donc, une première peut-être. Donc, le ministre chinois des Affaires étrangères a réaffirmé début mars, dans un contexte de guerre en Ukraine, que l'amitié entre la Chine et la Russie était solide comme un roc. Comment devons-nous interpréter cette déclaration? Comme vous l'avez dit, ils ont une relation quand même assez forte. Que révèle-t-elle des intentions chinoises? Surtout, comment pensez-vous que cette position peut évoluer dans les prochains mois? Alors, moi, je pense qu'elle n'évoluera pas vraiment. Les Chinois, évidemment, contrairement aux Russes, sont beaucoup plus impliqués dans le commerce mondial, ont des relations indispensables avec les pays occidentaux, alors que la Russie a déclaré que finalement, elle n'avait pas besoin de relations avec les pays occidentaux. Donc, ce qui explique une certaine prudence de la Chine, mais en même temps, elle ne renoncera pas à ce partenariat qui, comme je le disais tout à l'heure, s'est renforcé parce que, encore une fois, sur la scène internationale, la Chine peut en avoir besoin. Oui, merci. Et une autre question, toujours un peu sur la guerre en Ukraine. En déclenchant une guerre en Ukraine, Poutine a placé la Russie au banc de la communauté internationale. Mais comme la Chine ne l'a pas condamné fermement, Xi Jinping pourrait-il utiliser cette opportunité d'instabilité mondiale pour ancrer un peu plus la Russie dans son giron et gagner en influence, notamment sur Taïwan? Alors, je pense que la Chine, effectivement, aura sûrement plus d'influence sur la Russie. Puis, par exemple, en matière d'hydrocarbures, la Chine est en demande et la Russie pourra, si effectivement il y a un arrêt de fourniture du gaz russe vers l'Europe, le transférer vers la Chine. La deuxième partie de la question, c'était… Oui, c'était est-ce que Xi Jinping pourrait utiliser cette opportunité d'instabilité mondiale pour… Ah non, c'est autre chose à quoi je voulais réagir, c'est que vous avez parlé de Russie mise au banc de la communauté internationale. Et ça ne correspond pas à la réalité. Elle est mise au banc de l'Occident. Et on a toujours tendance à dire à parler de communauté internationale. Mais si on regarde les pays qui se sont abstenus aux Nations Unies, comme la Chine, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a l'Afrique du Sud, il y a, je crois, le Brésil également, c'est donc près de la population, de la moitié de la population mondiale, plus quand même 35 pays, dont 17 pays africains. Donc, il faut faire attention quand on parle de communauté internationale. Oui, tout à fait. Sur la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie, je vous recommande d'ailleurs notre infographie faite par le Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. En parlant de lutte contre le réchauffement climatique, comment l'Europe peut-elle procéder pour amener la Chine à plus investir dans la lutte contre le réchauffement climatique? L'Europe peut-elle conditionner la signature d'un accord économique bilatéral, comme par exemple l'accord sur l'investissement, à inclure des mesures écologiquement ambitieuses? Est-ce que la Chine, comment pourrait réagir la Chine au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? On parle beaucoup des Européens. Alors, c'est très difficile parce qu'on se souvient au moment de l'introduction du mécanisme ETS qu'il y a eu une protestation de la Chine, un refus de le mettre en œuvre, et on risque la même chose cette fois-ci. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il doit y avoir en amont des discussions avec la Chine, parce que dans le domaine de la protection de l'environnement, la Chine a quand même beaucoup évolué. C'est un sujet qui a une ou deux décennies ne l'intéressait pas du tout. Elle ne considérait que le développement. Maintenant, c'est une de ses priorités parce que c'est une priorité de la population chinoise. Mais on a intérêt à le faire évidemment en coopération et non pas en opposition.
Par ailleurs, malheureusement, sur le plan du changement climatique, à la suite de la guerre en Ukraine, il peut y avoir des conséquences qui seront négatives également en Europe. Si on prend par exemple l'Allemagne, si elle renonce au gaz russe et qu'elle ne veut pas de nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les centrales à charbon. Ouais, ouais. Non, non, effectivement, ça serait très dommageable pour tous les efforts qui ont été faits au niveau européen sur le Green Deal. Sur l'accord sur l'investissement, notamment, qui a été signé donc, en décembre 2020 entre l'Union européenne et la Chine, sous présidence allemande, si je ne me trompe pas. Cet accord d'investissement, il fait toujours débat à l'intérieur des 27, notamment le Parlement européen a dit assez fortement son opposition à le ratifier. Il doit encore être ratifié par les États membres. Est-ce qu'il a une chance, cet accord, d'un jour à être mis en œuvre? Parce que c'est quelque chose de l'annoncer et de le signer, c'est autre chose de le ratifier. Alors malheureusement, cet accord a été victime d'autres choses et aujourd'hui, ça devient très compliqué dans la mesure où les parlementaires européens qui finalement sont responsables de cette ratification sont sous sanctions chinoises. La Chine n'a pas l'habitude de revenir en arrière sur ce genre de sujet, sauf si nous, on revenait en arrière pour les personnalités qui ont été sanctionnées pour un mauvais traitement de la population ouïghour. Donc, on est dans une impasse, malheureusement. Mais encore une fois, c'était des concessions faites par la Chine, et non pas des concessions faites par l'Union européenne. Donc, on se trouve dans une situation qui est totalement absurde et contre-productive pour les Européens. Merci. On a reçu une autre question. Quelle est votre opinion sur la possibilité, si réelle, de la Russie d'utiliser l'alternative chinoise au système SWIFT, à regarder dans le contexte plus large de la reconstitution d'organisations souhaitées comme multilatérales des caractéristiques chinoises? Ce qui est frappant, c'est que la Russie, comme la Chine, veulent procéder à une dédollarisation de l'économie parce que les deux pays trouvent que justement les États-Unis utilisent l'hégémonie du dollar pour décider de sanctions, non seulement contre ces deux pays, mais des sanctions contre des entreprises qui commerceraient avec ces pays. Et donc, il n'est pas impossible, même si ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, que pour réagir au retrait du système SWIFT pour les Russes, que les Chinois et les Russes d'ailleurs, qui ont déjà leur propre modèle, coopèrent davantage sur ce point et encore une fois, soient plus efficaces dans l'utilisation, probablement plus du yuan que du rouble qui est en train de baisser actuellement. Et les deux pays travaillent aussi sur le yuan et le rouble digital. Merci. Toujours dans ce contexte de guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce sommet? Nous pose la question un téléspectateur anonyme, sachant qu'il se fait encore en visioconférence, qu'il y a ce contexte difficile d'Ukraine. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des conclusions intéressantes? Alors, je ne sais pas s'il y aura des conclusions intéressantes parce que je pense que la Chine se contentera de dire qu'elle souhaite un accord de paix. Mais c'est vrai que des contacts diplomatiques par visioconférence empêchent une véritable interaction, des contacts humains, des conversations un petit peu dans les couloirs qui permettent d'essayer de convaincre. Là, c'est malheureusement très souvent des échanges de monologues. Oui, en effet. On a reçu une autre question, toujours sur l'accord investissement chinois en Europe. Le fait que la Chine investisse majoritairement en Europe dans les infrastructures essentielles, l'université à Budapest, les ports et aéroports dans plusieurs pays, notamment en Pirée en Grèce, est-ce que c'est considéré comme une menace pour la sécurité européenne, notamment avec la boussole stratégique qui vient d'être adoptée? Je crois qu'on vise effectivement les investissements chinois dans le domaine stratégique, mais ça doit être évoqué au cas par cas et pas de manière systématique. Par exemple, les Grecs se félicitent plutôt de l'investissement chinois au Pirée. Donc, on ne peut pas repousser systématiquement tous les investissements chinois.
C'est vrai que comme pour la Russie, chaque pays a sa dépendance différenciée vis-à-vis de la Chine et donc c'est difficile d'avoir une position commune entre les 27. Une prochaine question pour retourner sur l'invasion russe. Doit-on s'attendre à ce que la Chine s'inspire de l'invasion russe pour lancer une offensive contre Taïwan? C'est un peu la peur. Alors là-dessus, je n'ai évidemment aucune idée, mais je pense que les Chinois étudient de très près la réaction internationale, puisqu'encore une fois, ils sont quand même très liés à l'économie mondiale, et puis aussi le résultat final de cette guerre. Moi, j'avais tendance à penser que les Chinois n'interviendraient pas militairement, que de toute façon, ils ont le temps. À une époque, ils pensaient que ça se ferait de manière naturelle. Ce n'est plus le cas, mais je pense qu'ils réfléchiront à deux fois. Merci. Vous avez publié avec l'Institut Jacques Delors un grand rapport en marge de la présidence française du Conseil de l'UE sur la relation UE-Chine. Avec ce nouveau contexte de guerre en Ukraine, pensez-vous que toutes les recommandations qui ont été faites, et j'invite tous nos téléspectateurs à aller le lire, il est disponible sur notre site web, voilà qu'une relation un peu apaisée entre l'Occident et le monde chinois, sachant ce contexte russe très compliqué et complexe, pourrait évoluer de manière positive et constructive dans une vision d'intégration européenne que nous promouvons tous. Oui, tout à fait. Je pense que les conclusions restent tout à fait valables et que de manière générale, on n'a pas intérêt à une Chine autarcique et qu'il faut multiplier les contacts dans tous les domaines, même si dans certains domaines, on doit être vigilant, comme par exemple le domaine scientifique, mais chacun a un intérêt à la coopération. Les Chinois ont maintenant un niveau très élevé et il y a besoin d'échanges entre les scientifiques. Maintenant, il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas dans les laboratoires de tentatives d'espionnage technologique. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé des universités, l'université de Budapest. Il ne faut pas non plus renoncer à toute forme de coopération universitaire, linguistique. Je pense que ça serait dommage pour nous et pour les Chinois parce qu'on a besoin de la confrontation d'idées. Et si on veut, alors je sais qu'on rêve toujours de changer les régimes, mais je pense que tout ça est totalement relève des vœux pieux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des débats. Merci. Une prochaine question. Est-ce possible dans le futur que l'Europe ait une position unifiée dans sa réponse à la Chine, qui continue un peu à la traiter comme un statut tertiaire, nous pose un téléspectateur, sachant que tous les pays européens ne sont pas n'ont pas la même position contre la Chine et ils ne la voient pas comme une menace, comme pour Moscou ou la domination de Washington? Oui, il y a eu pendant très longtemps finalement une certaine unité vis-à-vis de la Chine, ce qui n'empêchait pas des divergences, mais sur des questions mineures. Et puis on se souvient que la Chine avait créé une enceinte qui s'appelait d'abord le 16+1, ensuite 17+1, qui étaient les pays d'Europe centrale, avec lesquels elle avait une coopération qui était dans leur intérêt, parce que ça portait surtout sur les infrastructures. Mais le paradoxe, c'est que ces pays d'Europe centrale étaient à la fois les plus favorables à la Chine et les plus atlantistes. Or, aujourd'hui, et en particulier depuis la crise du Covid, il y a une hostilité qui a monté en Europe contre la Chine et il se trouve que ces pays, justement, sont ceux qui ont le plus évolué. Donc, il y a, mais comme vous le dites, il y a moins de divergences que vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est plus facile de trouver des positions communes, mais ce n'est pas une raison pour demander ou à la Grèce ou au Portugal de renoncer à tout investissement chinois. D'accord, merci. Peut-être une avant-dernière question. Quels sont les points sur lesquels les Européens pourraient voir ou espérer, en tout cas, la Chine s'engager concernant le dossier ukrainien, des points concrets pour pacifier le dossier? Xi Jinping, compte tenu des relations étroites des deux pays, peut évidemment faire valoir un certain nombre de points auprès de Vladimir Poutine. Et c'est un choix politique, un choix personnel qui a été pris par Vladimir Poutine. Donc, on ne le convaincra pas tant qu'il n'aura pas obtenu ses buts de guerre.
En revanche, il y a eu des pourparlers diplomatiques qui ont débuté à Istanbul et la question de la neutralité de l'Ukraine est sur la table. La Russie et l'Ukraine étant d'accord, mais il faudra à ce moment-là des garanties et les Ukrainiens ont demandé spécifiquement les garanties des membres du Conseil, membres permanents du Conseil de sécurité et donc de la Chine, bien évidemment. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question concernant le Covid, qui est toujours d'actualité et dont on entend malheureusement un petit peu moins parler, mais les taux augmentent, notamment aussi en Chine. Pensez-vous qu'une meilleure coopération au niveau de santé mondiale est possible avec la Chine, sachant que c'est toujours un peu compliqué de savoir dans quel contexte ce virus a apparu? Et d'après vous, est-ce qu'il pourrait y avoir une meilleure coopération à ce niveau-là pour la santé? Alors, une coopération avec la Chine est évidemment indispensable, compte tenu du fait qu'il y a en Chine beaucoup de maladies émergentes, de maladies contagieuses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y avait une coopération avec la France pour la mise en place de ce laboratoire T4 à Wuhan. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de suspicions autour, mais je pense que la coopération dans le domaine de la santé est indispensable avec la Chine. Et par ailleurs, se pose la question de Taïwan aussi, parce que il faudrait que Taïwan puisse être présent d'une manière ou d'une autre à l'OMS, parce que la santé mondiale ne peut pas comporter de trous noirs. Et un pays où on ne saura pas ce qui se passe, il n'y a pas de coopération. Merci beaucoup Madame Berman pour ces présentations et ces précisions. Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs pour les problèmes de son que nous semblons avoir eu pendant la présentation. Je vous remercie pour votre fidélité à nos Euroquestions. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Christine Berger le 6 avril à 14h30, comme d'habitude, via le lien Zoom que vous allez recevoir. Elle nous parlera des programmes européens des différents candidats à l'élection présidentielle française et reviendra sur l'agence Triple E auquel l'Institut Jacques Delors a participé. Merci encore à tous pour votre fidélité. Merci Madame Berman pour votre présentation. Le webinaire vous sera envoyé en replay dans la foulée et à très bientôt. Merci encore. Merci à vous.